Voilà, c'est parti. Donc, ce webinaire va concerner en fait des domaines assez théoriques sur la façon dont on va pouvoir mesurer la satisfaction et l'utilisation d'une ressource numérique en bibliothèque. D'accord. Donc, un peu comme d'habitude, on va commencer par une présentation de vos déclics. Donc pour l'entreprise en général, hein, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent assez bien. Dans un deuxième temps, on va aller regarder des reporting editors, donc la mesure quantitative. Là pour le coup, ça va vraiment être forcément des modules vos déclics hein, qu'on va aller voir et donc la manière dont on va interpréter des chiffres qu'on obtient dans le reporting vos déclics. On va essayer de passer à travers, j'ai plusieurs exemples à vous montrer et donc on verra à travers plusieurs exemples comment est-ce qu'on peut interpréter des chiffres d'utilisation quantitatifs. D'accord. Donc là à ce moment-là, hein, si vous avez des remarques sur des façons qu'ont de faire certains de nos des éditeurs de contenu, qu'ils n'hésitent pas. Dans un troisième temps, on va voir la mesure qualitative. Donc cette fois-ci, on va parler d'enquête. D'accord. Puisque ça, ces études qualitatives vont pouvoir être menées par vous-même, bibliothécaire, à travers des questionnaires que vous pouvez poser. Donc je vais introduire quelques règles générales sur ce qu'est une mesure qualitative, pardon, et la manière dont on peut réaliser une enquête avec quelques règles simples à respecter pour avoir une enquête qui fonctionne correctement. Un quatrième point où on va comparer le qualitatif et le quantitatif, d'accord. Est-ce que ce sont deux façons de mesurer qui se repoussent l'un de l'autre? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Bon, je pense que vous avez une idée de la réponse, mais on va en débattre quand même. Et un cinquième point, on va se prendre un temps de questions-réponses réellement, dans lequel je réponds à toutes vos questions sur le webinaire, sur des sujets plus larges. N'hésitez pas à bien échanger avec moi. Donc, commençons par ce chapitre 1 qui est « Qui sommes-nous » Donc, Vodéclic est une société créée en 2007. On est basé à Levallois-Perret, pour vous donner une indication géographique. On se compose aujourd'hui d'une équipe de 35 collaborateurs, répartis sur 3 services principaux. Un service éditorial qui s'occupe de tout le fond pédagogique, un service technique qui va s'occuper de la plateforme de formation elle-même, et un service commercial dont je fais partie qui a pour but de commercialiser le travail des 2 autres services. Donc Vodéclic est une application SaaS, c'est-à-dire en ligne, en accès illimité. On gère en interne les formations et les référentiels de formation qu'on vous propose sont tous créés par nos collègues du service éditorial. Les services pédagogiques sont aussi créés en interne par ce même service éditorial. On vous propose une plateforme de reporting qui vous permet, et d'ailleurs on va en parler un peu plus aujourd'hui, qui vous permet de regarder ce qui se passe dans la bibliothèque. Et enfin, on va parler de déploiement et intégration chez Vodéclic, puisqu'il y a plusieurs façons de proposer Vodéclic. Soit en inscription manuelle, où vous avez une plateforme, dans la plateforme d'administration, la possibilité de créer des comptes manuellement à partir d'un petit formulaire, ou en intégration plus poussée dans des portails documentaires, avec ce qu'on appelle du SSO, donc de l'authentification unique, qui vous permet d'intégrer vos déclics de manière extrêmement fluide à l'intérieur d'un portail documentaire. Aujourd'hui, vos déclics, c'est 4500 clients, ce qu'on dit B2B, donc des organisations professionnelles, dont 200 bibliothèques. D'accord. Chez ces clients, il faut savoir qu'on a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle sur de la formation professionnelle et sur des marchés qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on fait en bibliothèque. On est aussi beaucoup dans les écoles, universités, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc. Et sur des centres de formation. Donc les APN sont un peu à cheval sur les deux. Et voilà.
quelques clients qu'on vous propose. Ce sont que des clients bibliothèques ici, hein. Donc aussi bien des bibliothèques municipales que des bibliothèques départementales, avec à chacune ses contraintes, évidemment. Donc rentrons dans le vif du sujet avec le reporting éditeur et ce qu'on appelle la mesure quantitative. Donc qu'est-ce qu'une mesure quantitative? Déjà, une mesure quantitative, c'est combien de personnes viennent sur ma plateforme, combien de contenus sont consultés, combien de temps chacun passe sur la plateforme, etc., etc., etc. On va voir que néanmoins, ces mesures quantitatives peuvent être soumises à subjectivité à cause d'un certain nombre de facteurs. Je vais y revenir tout de suite. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'exemple du reporting de vos déclics. Donc, juste pour moi le temps de vous transférer l'affichage. Donc, vous devez tous connaître, en tout cas tous ceux qui sont clients vos déclics, vous avez déjà vu cette plateforme de reporting. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas bien communiqué avec vous sur le fait d'avoir ou pas. Alors attendez, je ferme le petit truc qui nous embête. Voilà. Sur le fait, donc vous devez tous avoir vu ceci. J'ai pris des exemples de bibliothèques qui sont déjà clientes de vos déclics et on va essayer de voir un petit peu comment interpréter ces chiffres. Ici, donc vous voyez, je passe un petit peu rapidement sur les chiffres que vous avez en haut. Ce qui peut être intéressant néanmoins sur la mesure quantitative, ce sont les deux chiffres du milieu avec le nombre d'inscrits et le temps global passé sur la plateforme qui vous permet en un coup d'œil d'avoir une idée globale. Et puis si vous divisez l'un par l'autre, vous avez le temps moyen passé par utilisateur sur la plateforme vos déclics. Alors il n'arrête pas de rebondir, il m'énerve. Hop, j'espère que c'est bon. Donc il vous permet d'obtenir un temps moyen passé sur la plateforme et ce temps moyen évidemment peut vous permettre d'avoir un suivi dans le temps. D'accord. Plus intéressant, on va avoir le graphique du dessous avec donc une courbe avec le nombre d'heures passées sur la plateforme pour la totalité des personnes mois après mois. Et ce qu'on observe ici, c'est une courbe descendante, globalement descendante, donc avec une baisse du nombre d'heures passées sur la plateforme par l'ensemble des usagers. D'accord. Donc au vu de cette seule courbe, on pourrait se dire que la fréquentation de vos déclics baisse. On a quelques irrégularités saisonnières, évidemment, avec les mois, si je regarde bien, voilà, les mois d'été qui sont moins bons, quoi qu'on a une bonne surprise sur le mois d'août, qui est traditionnellement en bibliothèque un mois faible, hein, vous vous en doutez bien, mais ici on a un rebond. C'est intéressant déjà. Mais globalement, on pourrait se dire, ok, en fait, depuis l'année dernière à la même date, en fait, j'ai globalement une fréquentation de mon site qui baisse. Alors c'est là qu'on va rentrer dans l'interprétation des chiffres, d'accord? Puisqu'en fait, si on regarde le nombre de connexions, on se rend compte qu'en fait, mon nombre de connexions, lui, il est relativement stable. Et en fait, je fais même en fin d'année des scores meilleurs que l'année dernière à la même date. Alors oui, j'ai pas affiché, je vais étendre un petit peu, juste que on puisse interpréter le temps de chargement. Voilà. Donc vous voyez ici qu'en fait, globalement, si je reprends les mêmes dates, enfin les mêmes mois l'année dernière, en fait, j'ai moins de connexions et pourtant ici, j'ai moins d'heures de connexion. Donc on voit que si on se fie uniquement à une seule donnée qui est quantitative, l'interprétation des chiffres n'est pas la bonne. Puisqu'en fait, j'ai un nombre de connexions qui est même supérieur à ce qui s'est fait l'année dernière. Alors là, je vais rentrer dans une interprétation
très vodéclicienne, qui sera pas du tout la même sur un service de VOD ou sur un service de presse, d'accord? Mais c'est dû en fait au fonctionnement de Vodéclic en lui-même en fait. Ce qui se passe avec Vodéclic, c'est que vous avez un ensemble de modules courts de 5 minutes, chaque module expliquant un point précis de l'utilisation du logiciel. Donc en fait, ce qu'on observe chez Vodéclic, c'est que 50 à 60% des connexions globales sur notre plateforme se font via des connexions très courtes, extrêmement courtes, de ce qu'on appelle de la résolution de micro-incompétences. Je suis face à mon écran d'ordinateur, j'ai une problématique, il y a un truc que je ne sais plus faire avec mon ordinateur, je vais aller chercher le petit module Vodéclic de 5 minutes qui va me permettre de me former et de résoudre mon problème. Donc vous comprenez bien que entre cette méthode-là de formation très ponctuelle, très courte dans le temps, où en gros je vais me retirer une épine du pied et puis je vais passer très vite au reste de mon travail, et un temps de formation beaucoup plus long, je dirais beaucoup plus classique dans la manière de fonctionner, où je vais prendre un temps long pour me former d'une demi-heure, 1 heure et demie, forcément je vais pas avoir le même rendu. Donc en fait, ce qu'on observe ici, et c'est une courbe assez typique de Vodéclic, c'est qu'en fait, on a une population qui a pris en compte et qui a pris en main l'outil Vodéclic et qui a bien compris son intérêt. Donc j'ai globalement des nombres de connexions qui augmentent et par contre un temps de connexion qui diminue. Bien que je suis bien donc dans une phase où les gens, l'année dernière, ont appris à utiliser leur logiciel, ils ont appris à utiliser leur Word, leur Excel, leur PowerPoint, etc. Par contre, 1 an après, eh bien, il reste toujours des points d'accroche, des choses que j'avais vues l'année dernière, mais que en fait j'ai oublié entre-temps parce que je les ai pas réutilisées. Et on est donc ici plus dans une utilisation de micro-incompétences. D'accord. Donc c'est une courbe intéressante. Alors j'ai une question de Madame de Romeler qui me demande si ce sont des connexions hors les murs. J'ai effectivement ici un client qui est en accès distant uniquement. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve ce type de courbe. Oui, je vous ai pas trouvé de client avec des accès dans les murs, mais ce serait intéressant en fait, parce que les accès hors les murs en fait vont avoir typiquement ce genre de courbe, c'est-à-dire avec un nombre de connexions qui va augmenter par rapport à un temps qui va diminuer. Si on prend des usages dans les murs, donc des usages dans les murs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans la bibliothèque et je suis des cours à partir de l'ordinateur qui est mis à disposition dans une salle multimédia avec très souvent un animateur qui va me suivre et qui va m'aider, qu'il soit un bibliothécaire ou un formateur professionnel, et qui va m'accompagner. Et donc en fait, on va avoir sur les courbes d'interprétation et la manière de l'interpréter, sur des courbes, sur des bibliothèques qui n'ont des accès que dans les murs, vous allez avoir en fait des liens très proches entre le temps de formation et le nombre de connexions. Parce que quand on est dans les murs, on est beaucoup plus dans un schéma d'utilisation qui est un schéma de formation long. Quand je vais à la bibliothèque sur un horaire de formation dédié, j'ai 1 heure pour me former avec mon formateur qui est derrière moi. Et donc, régulièrement, on va avoir des temps de formation qui sont une connexion égale 1 heure de formation. D'accord? Donc, on va avoir deux courbes ici, le temps et le nombre de connexions qui vont être beaucoup plus suivis et beaucoup plus proches avec, vous allez voir, les mêmes, les mêmes façons de fonctionner. Donc voilà typiquement le genre d'interprétation. Donc quand vous interprétez des données quantitatives, attention toujours à la manière dont c'est utilisé. Qu'est-ce que ma ressource? C'est-à-dire que si ces chiffres quantitatifs, vous essayez de comparer des temps d'utilisation de la presse ou des temps d'utilisation de l'auto-formation ou des temps d'utilisation de la VOD, en fait, vous allez avoir des courbes qui sont complètement différentes et donc réfléchissez bien dans votre interprétation et quand vous faites le rendu annuel de l'utilisation de ces différentes ressources, de qu'est-ce que c'est que ma ressource. Autre point important, c'est masquer dans ces courbes-là. Alors attendez, je vais d'abord voir si je vous trouve pas une courbe beaucoup plus suivie. Alors là, on a par exemple deux suivis de courbes où vous voyez, on a des temps de formation
qui sont quasiment l'exacte copie, quasiment hein, à quelques détails près. Ici, j'ai un pic alors que j'ai pas d'augmentation du nombre de connexions. Donc ça veut dire que là, on a des gens qui se sont connectés beaucoup plus longtemps. Donc probablement une phase de communication sur ce mois-là en atelier. En général, c'est ça qui se passe. C'est intéressant. Mais sinon, globalement, vous voyez qu'on a une courbe du nombre de connexions et une courbe du temps de connexion qui est assez proche. Donc on a sûrement ici une bibliothèque qui va fonctionner beaucoup par atelier de formation euh, et qui va beaucoup fonctionner de cette manière-là. Ici, j'ai encore une fois une courbe typique, je dirais Vodéclic hors les murs, avec une adoption progressive de l'utilisation de Vodéclic pour résoudre des micro-incompétences. J'ai mis cette courbe-là parce qu'elle est intéressante sur un point. Vous voyez qu'on a démarré assez tôt et que pendant très longtemps, c'est resté sur des usages assez faibles, avec un nombre de connexions qui augmentait par rapport à... Et ici, en fait, on a deux courbes qui se suivent relativement bien, d'accord mis à part les problèmes d'échelle, hein, là on a des pics plus importants, mais c'est parce que voilà, ici c'est lissé par les gros scores qu'on retrouve là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans cette période-là, il y a sûrement eu un énorme effort de communication qui a été donné et que les bibliothécaires ont dû énormément communiquer à ce moment-là. Hein, c'est flagrant, on a un gros pic de connexion. Ensuite, il y a eu un arrêt de l'effort. Donc, souvent, les efforts de communication, hein, on l'a vu dans les enquêtes bibliothèques des années précédentes, hein, le baromètre, on voit bien que la plupart de la communication sur les ressources numériques se fait par atelier. Donc ici, on a dû avoir un gros effort dans les ateliers. Et ensuite, on récupère quasiment les temps de connexion qu'on avait auparavant. Par contre, le nombre de connexions, lui, il a bien augmenté. Donc on voit que des efforts de communication vont faire que vous allez avoir des gros pics de consommation dus aux ateliers avec un temps moyen vis-à-vis des connexions qui va être beaucoup plus élevé et qu'ensuite l'adoption de la plateforme Vodéclic se fait à travers et l'interprétation se fait surtout à travers le nombre de connexions. Ok, donc là c'est les trois courbes que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous indique un petit peu comment interpréter un certain nombre de chiffres. Ce que je voulais rajouter enfin sur les données quantitatives. Attention à ce qu'on veut dire par données quantitatives. Le fait d'utiliser le qualificatif quantitatif donne un biais. On a l'impression que c'est une mesure qui est extrêmement objective, alors qu'en fait, il faut bien faire attention à ce qu'on vous donne comme statistique. Si je prends par exemple ici les statistiques de temps passé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le temps passé sur la plateforme? Est-ce que c'est dès que j'allume Vodéclic, tac, ça commence à me décompter des secondes, et puis ça s'arrête quand je referme Vodéclic, et si j'oublie de fermer la page Vodéclic, est-ce que je continue à accumuler du temps vu? Chez Vodéclic, le choix qu'on a fait, c'est de vous donner le temps de visionnage des vidéos formation. Donc en fait, ce que vous avez là, c'est du temps de visionnage de vidéos formation. Donc c'est du temps effectif de formation. À ceci près qu'en fait, on oublie le temps de réapplication, qui n'est pas comptabilisé là-dedans, forcément, puisqu'on ne vous donne que le temps de visualisation. Le temps où vous faites des exercices, le temps où vous passez à regarder ce que les logiciels proposés par Vodéclic, tout ça n'est pas comptabilisé là-dedans, d'accord? Donc même quand vous comparez deux ressources numériques, attention à bien vous poser la question ou à poser la question, puisque c'est pas forcément, d'ailleurs vous ne pouvez pas le savoir, mais à bien poser la question au fournisseur de savoir comment ces statistiques sont fabriquées, à partir de quelles informations on vous remonte ces statistiques et qu'est-ce qu'on vous donne. D'accord, c'est aussi important en particulier pour la comparaison. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie quantitative Est-ce que vous avez des remarques, des questions Est-ce que vous avez des remontées? Je vous ai montré ce que vous avez vos déclics, mais peut-être que vous avez des exemples de choses qui sont faites chez d'autres fournisseurs de contenu.
Bon, écoutez, pas de remarques. Ok. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à revenir. Alors, on va revenir sur le PowerPoint. Voilà. Et passons à la suite. L'enquête, la mesure qualitative. Alors, si vous voulez des exemples d'enquête, je vous invite à voir l'enquête Vos déclics sur les ressources numériques en bibliothèque, dont on vous a fait d'ailleurs parvenir les premiers mails. Donc vous pouvez répondre à cette enquête. D'ailleurs, je vous y invite, hein, plus vous serez nombreux, et on y reviendra d'ailleurs, ça fait partie des règles et des choses auxquelles il faut faire attention quand on fait une enquête. Je vous invite à venir y répondre. Ce qui me permettra de faire un webinaire ultérieur qui chaque année a quand même pas mal de succès sur l'interprétation des chiffres de cette enquête et de voir comment les ressources numériques se débrouillent en bibliothèque. Surtout que cette année, on est vraiment ISO par rapport à l'enquête de l'année dernière et de celle d'il y a 2 ans. Donc là, on a vraiment un baromètre qui est bien en place et sur lequel on va pouvoir vous faire un retour et vraiment voir l'évolution des ressources numériques en bibliothèque sur ces 2 dernières années. Donc, une enquête, vous pouvez la faire vous-même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un webinaire plus approfondi sur ce thème-là. Ce qu'on va voir là, pour l'instant, c'est quelques règles générales de création d'une enquête. Et comment est-ce qu'on fait ça? Là, c'est encore le savoir-faire vos déclics marketing que je voudrais partager avec vous. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fin et précis, alors j'ai déjà Madame de Muller qui me dit oui, s'il vous plaît. Bah, écoutez, ça me donne des idées pour des prochains webinars. Donc, on vous fera quelque chose comme ça l'année prochaine. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Alors, quelques règles générales déjà sur comment est-ce qu'on crée une enquête. Première règle, et alors ça, c'est une règle infaillible dès que vous touchez à quelque chose qui est lié au marketing et où vous essayez de faire quelque chose en lien avec le marketing, définition d'objectifs précis. Dans cette enquête, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez... Ça peut être très général, hein, ça peut être comment est-ce que vos usagers considèrent la bibliothèque? Est-ce qu'ils aiment bien leur bibliothèque? Ça peut être ça, hein. Ça peut être des objectifs très larges, mais il faut que, à l'avance, avant de faire votre enquête, vous sachiez précisément quelles sont les informations que vous voulez avoir. Ça peut être aussi un truc très précis. Est-ce que vous aimez la couleur des nouveaux rayonnages? Non, je prends des exemples qui peuvent paraître un petit peu bêtes, mais c'est bien pour montrer qu'est-ce que vous voulez savoir. Faire une enquête pour faire une enquête, il n'y a pas grand intérêt en fait. C'est-à-dire que derrière, l'interprétation que vous allez faire des résultats va pas être très probante. Donc, posez-vous bien en amont, et en plus, ça va vous aider dans la rédaction de votre enquête. Posez-vous bien la question, qu'est-ce que je veux savoir? Et honnêtement, si ça peut se limiter à une question principale, c'est vraiment c'est au centre du truc. Parce que si vous étalez et vous posez plein de questions sur plein de sujets, et puis qu'en fait, au final, vous avez une enquête mais qui répond pas vraiment à une question principale, euh, déjà, pour faire remplir l'enquête, vous allez avoir du mal, parce que quelqu'un auprès de qui vous allez lancer cette enquête, il faut qu'il sache à l'avance ce sur quoi va porter l'enquête. Hein. Prenez l'exemple de l'enquête Vos déclics. On veut vous faire un baromètre sur les ressources numériques en bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de notre enquête. Et on ne s'éparpille pas, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas de livres, on ne parle pas de fréquentation, on ne parle pas de choses comme ça, on parle de ressources numériques en bibliothèque. Voilà. Donc c'est important, quand vous lancez une enquête, d'avoir des questions et des objectifs précis. Deuxième point, attention à la taille de votre panel. Là, on a affaire à des outils statistiques. Plus un panel va être petit, plus les écarts de réponses et les réponses, on va dire, exceptionnelles vont sortir du lot et influencer le résultat final. Prendre un exemple, si vous interrogez 10 personnes, que ces 10 personnes, vous leur posez une question avec une notation, comment trouvez-vous le service dans la bibliothèque, et que vous donnez un réseau de notes de 1 à 5, que tout le monde répond 3
et que vous avez une personne qui répond 5, d'accord? Eh bien, ce ne sera pas le même résultat que si vous avez 100 personnes et que vous en avez une seule qui répond 5 et 99 qui répondent 3. D'accord? Donc vous allez tomber dans des écarts d'interprétation. Dans un cas, ça représentera 10% des votes. Dans l'autre cas, ça représentera 1%. Donc attention à ce qu'on appelle en statistique l'écart type. Cet écart type, c'est un outil de mesure qui permet de valider la largeur du panel. Donc quand vous faites une enquête qualitative, attention à l'écart de votre panel, à la largeur de votre panel. D'accord? Je rajouterai un petit bémol à ça. Ce petit bémol est, si vous avez un panel faible, vous allez pouvoir poser des questions ouvertes. Demandez leur avis aux personnes. Qu'est-ce que vous changeriez dans la bibliothèque? Et vous ne mettez pas de réponse. Est-ce que je sais pas, je n'ai pas de questions qui me viennent, mais vous pourriez poser des questions plus ouvertes si vous avez un panel faible. Mais dans ce cas-là, l'objectif de votre enquête n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir faire une étude statistique de satisfaction, mais vous allez vouloir faire une remontée d'idées, un petit peu comme un questionnaire ou une boîte à questions. Et dans ce cas-là, votre enquête, elle servira à ça. D'accord? J'espère que je suis suffisamment clair sur ce point-là. N'hésitez pas à me dire hein, si je suis pas très clair. Mais en gros, la taille de votre panel va aussi influencer la manière dont vous allez faire votre enquête. Ensuite, quand vous êtes dans une enquête statistique, globalement, attention au temps de réponse que vous demandez aux répondants. Ne faites pas des enquêtes trop longues. Si le temps de réponse dépasse le quart d'heure ou les 20 minutes, c'est que votre enquête elle est trop longue et en gros vous allez avoir des gens qui vont pas aller jusqu'au bout. De même, quand au début de l'enquête vous proposez aux gens de répondre à cette enquête, ne dites pas que ça va durer 5 minutes si ça dure un quart d'heure. Ne mentez pas sur le temps que les gens vont avoir à y passer. D'accord? Parce que pareil, dans ce cas-là, vous allez avoir des gens qui ne vont pas là. Mais attends, il m'a dit que ça durait 5 minutes, puis en fait, là j'y suis déjà depuis un quart d'heure et c'est toujours pas fini, ça va pas aller. D'accord? Donc ne mentez pas sur le temps à y consacrer au début. Pensez à l'avance au croisement des résultats éventuels. Si vous posez deux questions qui peuvent éventuellement se croiser, il faut déjà que vous ayez pensé au croisement. C'est-à-dire que c'est le croisement qui va donner les questions et pas les questions qui vont créer des croisements. Ça peut être le cas, mais honnêtement, ça marche vraiment beaucoup mieux quand déjà vous voulez utiliser le croisement avant de créer les questions. Limitez le nombre de réponses possibles. Si vous avez un trop grand nombre de réponses, d'accord, vous allez vous perdre. Là, je reviens au système des questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est très bien, mais à l'interprétation statistique, c'est extrêmement compliqué. D'accord? Alors, je peux vous parler plus doucement, pardon, excusez-moi. Donc, attention aux questions ouvertes. Les questions ouvertes dans des études statistiques sont très compliquées. Pour éviter les questions ouvertes, mais vous voulez néanmoins des réponses qualitatives, le système de QCM est très bon. Et si vous faites un système de QCM, attention à ne pas avoir un trop grand nombre de réponses possibles. C'est-à-dire que si dans votre question, vous avez 10 résultats possibles, c'est probablement qu'il y a un problème avec votre question. D'accord? C'est possible, je ne ferme pas la porte. Il y a des cas où vous ne pourrez pas passer à côté. Vous verrez d'ailleurs dans l'enquête bibliothèque Bodéclic, il y a un certain nombre de questions où le nombre de réponses est très grand. Mais attention à ne pas avoir un champ de réponse trop grand. Alors, bonjour, une question, c'est quoi un croisement? Quand vous posez deux questions, en fait, vous avez probablement un certain nombre de cas où ces deux questions, vous allez vouloir croiser. Par exemple, alors on va parler élection régionale. Si vous posez la question de l'âge des répondants, vous allez obtenir une courbe avec le niveau d'âge de vos apprenants. Et si vous posez une autre question sur pour quel parti ils ont voté, si vous croisez ces deux questions, vous allez obtenir une interprétation avec
Dans la catégorie des 15-25 ans, eh bien, ils ont voté plus pour tel parti, moins pour tel parti. Pour la catégorie des 35-45 ans, ils ont voté plus pour tel parti, moins pour tel parti. Et donc, vous voyez que vous allez pouvoir croiser ces deux questions pour amener de l'interprétation derrière. Si on parle en bibliothèque, par exemple, si vous avez cette même courbe d'âge et que vous leur posez la question sur quel service ils utilisent dans la bibliothèque, eh bien, vous allez pouvoir avoir un croisement de réponses en fonction de l'âge, quels services de la bibliothèque sont le plus utilisés. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok. Dernier point. Et c'est un point vraiment très pratico-pratique. Attention aux échelles de notation. Si quand vous demandez une notation sur tel ou tel service, si par exemple je vous demande de me noter la qualité générale de vos déclics, si je vous donne une échelle de 1 à 5 où le médian est 3, j'ai de grandes chances que je me retrouve avec une grande majorité de réponses qui se retrouvent sur le 3. C'est moyen. Le fait que vous utilisiez une échelle de valeur avec un nombre pair, c'est-à-dire que si j'enlève le 3 et que je note, enfin que si j'enlève un chiffre, et qu'en l'occurrence je note que de 1 à 4, en fait j'oblige le répondant à prendre parti et à répondre que c'est un peu moins bien ou un peu mieux que la moyenne. D'accord? Donc ça c'est une règle toute bête, mais ça va vous permettre ensuite d'avoir des interprétations derrière qui sont meilleures. Est-ce que on est plutôt satisfait? D'ailleurs, on peut l'interpréter comme ça, hein. Êtes-vous satisfait du service? Pas du tout. Un petit peu satisfait, plutôt satisfait, vraiment satisfait. Et là, en fait, sur une échelle comme ça, vous obligez le répondant à prendre parti. D'accord? Si vous mettez une case au milieu moyennement satisfait, en fait, vous êtes dans une moyenne et ce résultat-là, vous allez pouvoir difficilement l'interpréter. Voilà, une petite règle simple de la création d'une enquête. Mais a priori, comme vous êtes intéressé pour qu'on fasse un webinaire plus long là-dessus, j'y reviendrai et on, ça me donne l'occasion d'un webinaire pré-présentation des résultats de l'enquête. Ce sera intéressant. Donc, dernier point, qualitatif vs quantitatif, le combat. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, avoir des résultats qualitatifs ou des résultats quantitatifs? Bah forcément, vous vous en doutez un petit peu, les deux, mon commandant. Ceci étant dit, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun? Le quantitatif va vous permettre d'avoir des résultats fiables sur l'utilisation d'une ressource. Donc ça, très directement, quand vous allez voir votre élu pour discuter des budgets pour l'année suivante, bah de toute façon, c'est ces chiffres-là qui vont compter à la base. Quels sont les points faibles? Comment ces chiffres sont créés? Attention à la manière dont ces chiffres sont créés et dont on vous remonte ces chiffres. À partir de quoi ils sont calculés? Comment ils ont été créés, d'accord? C'est très important pour pouvoir donner l'interprétation derrière à votre élu et la meilleure interprétation possible. Attention aussi au fait de qu'est-ce que la ressource que j'utilise, hein. J'en reviens sur vos déclics, mais parce que c'est une erreur d'interprétation que je retrouve souvent chez les bibliothèques. C'est pas parce que vous n'avez pas 3 heures d'utilisation moyenne par usager sur vos déclics qu'il n'y a pas un usage de la plateforme. Je vous rappelle qu'on est fait de vidéos de 5 minutes et que donc forcément on a des temps d'usage de la plateforme qui vont être bien moindres que sur un Arte VOD par exemple, où là vous avez du documentaire et du film et où si clairement vous avez 5 minutes de connexion sur Arte VOD, c'est nul. D'accord? Donc forcément, vous allez avoir des temps beaucoup plus longs. Je critique pas du tout Arte VOD, j'adore. Mais voilà, bien faire attention à la ressource que vous avez. Le qualitatif, par contre, va vous permettre de remonter des informations. Donc ça va pas vous aider vis-à-vis de l'élu, en tout cas pas directement, puisque de toute façon, voilà, si une ressource est mal utilisée, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais par contre, ça peut vous indiquer, vous, sur le fait que, ok, c'est bizarre, j'ai une ressource qui est vachement appréciée. Quand je fais mon enquête qualitative, je retrouve que cette ressource, elle est vraiment appréciée de la part de mes usagers. Par contre,
elle est peu connue ou elle est peu utilisée parce que mon quantitatif me montre qu'elle est peu utilisée. Donc, est-ce que c'est pour moi l'opportunité de changer ma stratégie de communication sur les ressources numériques et d'apporter un coup de boost sur cette ressource-là parce qu'elle est vraiment appréciée. Et donc, si je la fais plus connaître a priori, ça veut dire que je vais pouvoir facilement faire augmenter mon quantitatif derrière. Voilà. Donc, les deux se marient bien. Il faut en voir les forces et les faiblesses de chacune, bien mesurer ce que vous faites. A priori, le quantitatif, il vous suffit de vous renseigner sur la manière dont sont créées les statistiques pour avoir un retour fiable. Sur le qualitatif, c'est à vous de le créer dans la plupart des cas. Euh, et donc réfléchissez bien à la forme des enquêtes que vous faites. Alors, on arrive à la partie questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions, même en dehors de ce webinaire? N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque, partager une remarque sur des problèmes d'interprétation qu'il a eu, des choses comme ça? Bon, bah écoutez, pas de questions. Je vous remercie tous. Euh, alors, si, j'ai des questions, c'était le temps d'écrire, pardon. Ok, Monsieur Falk, je m'occupe de vous juste à la suite de ce webinaire. C'est noté, je regarde ça et je vous renvoie un mail pour vous dire. Alors, une question pour temps de formation. Au début, vous avez parlé de temps de formation moyen. Oui, alors, ce chiffre-là, alors je vais revenir sur la page. Hop, hop. Ah oui, vous me l'avez dit, Monsieur Falk, au début. Oui, 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 pardon, Madame Nicolas. Excusez-moi. Je reviens vers vous tout à l'heure. Pas de problème. C'est noté. Euh, alors, pour non, le tout premier chiffre. Alors effectivement, si on revient donc sur le temps de formation moyen, ce chiffre-là n'est effectivement pas le temps de formation moyen, c'est le temps de formation global. On vous ressort pas le temps de formation moyen sur vos déclics, mais ça fait partie des réflexions qu'on a sur une future plateforme de reporting. Toujours est-il que vous pouvez avoir un temps de formation moyen assez simplement en divisant ce chiffre-là par le nombre d'inscrits. D'accord? Et vous obtenez ici environ une demi-heure par personne sur la totalité du temps écoulé. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais de temps moyen. Alors Madame Mala qui me demande aide à la création d'une enquête via Google Drive bien faite. Bien en fait ça fait partie. Je pense que c'est de cette manière-là que je vous amènerai les trucs sur l'enquête la prochaine fois. Google propose un outil de création d'enquête qui est assez bien fait et assez facile d'utilisation. Donc je pense que c'est ça que j'utiliserai, en tout cas en support. Oui, et Madame Mala qui confirme sur effectivement que Google est assez simple. Alors en plus, Google va vous permettre d'interpréter les chiffres derrière beaucoup plus facilement et des enquêtes comme ça web, voilà, c'est beaucoup plus facile. Non, dans notre reporting, il n'est pas possible d'avoir le temps de formation par logiciel. Attendez, je vous dis simplement, je vais peut-être vous dire une bêtise. Non, alors, par logiciel, ce qui se passe, c'est qu'on vous remonte, si on vous remonte le temps global
d'utilisation du logiciel ici. Donc là, vous avez le temps global passé sur la période par l'ensemble des usagers sur vos déclics. Non, on n'a pas le nombre de connexions par logiciel. Tout à fait. Et le pourcentage que vous avez derrière, c'est en fait ce temps-là divisé par le temps total. Donc c'est un pourcentage de temps. Voilà. Bah, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci de votre attention. On vous envoie, il y a eu un petit raté sur le dernier webinar où on ne vous avait pas envoyé le mail ensuite de suivi avec, avec le PowerPoint, avec l'enregistrement, etc. Mais ce sera bien fait ce coup-ci, donc vous allez recevoir un mail avec le support que j'utilise et euh, l'enregistrement vidéo. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à la prochaine fois après les vacances pour un prochain webinaire. Au revoir.